classe de terminale, j'avais un différend, soit avec le professeur de philosophie. Et d'ailleurs, on m'avait exclu de l'école. Et puis, j'ai même été convoqué au niveau du commissariat. Ce fut après un événement national parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements religieux, d'autorités, voilà, de chefs de confrérie. Depuis ce jour, j'ai voulu être professeur d'université. Et cette vocation m'a poursuivi à l'université. Gaston Berger, le professeur, est venu me réveiller dans ma chambre d'université pour me faire comprendre que je ne pouvais pas soutenir. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans le document et que le document n'était pas présentable. Voilà, et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Ibrahima Beng, fondateur de ENSUP Afrique. Alors vous êtes par la suite contacté par l'école ESUP qui cherche un directeur général. Vous êtes nommé à ce poste et c'est votre première grande expérience dans le domaine de l'enseignement supérieur à un poste avec de grandes responsabilités. Étiez-vous préparé à tout ça? Oui, j'étais préparé parce que, comme je disais, j'étais professeur de management. Il y a beaucoup de théories que j'enseignais à mes étudiants à l'époque. Donc, c'était le moment de faire mes preuves en tant que manager, en tant que professeur de management. Donc, il s'agissait simplement d'appliquer des principes, etc. Et j'étais bien, j'étais passionné parce que c'est aussi un moment de formation, un moment de découverte, un moment d'expérimentation, etc. Donc, j'étais vraiment bien dans ma peau. Oui, c'est un domaine où on finit jamais d'apprendre. Voilà, d'apprendre parce qu'il n'y a pas de différence entre le management et l'enseignement. C'est pratiquement le même univers de découverte, d'apprentissage, de transmission de savoir, n'est-ce pas, de relations. Voilà, je pense je me retrouvais vraiment dans cet univers-là et celle qui m'avait poussé à accepter le poste. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je la remercie profondément. Alors, Monsieur Beng, de 2005 à 2009, vous développez l'école ESUP et vous décidez d'abandonner ce poste de directeur général de cet établissement pour vous lancer dans un autre challenge. Pourquoi ce choix et pouvez-vous nous parler de ce nouveau challenge? Je n'ai pas décidé. Je n'ai pas décidé d'abandonner. On m'a licencié. Oui. Voilà, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait, cette école, c'était la propriété d'une famille héritière du promoteur. Voilà, quand l'école commençait à marcher, à prospérer, voilà, il y avait des appétits internes qui étaient nés au niveau de cette famille. Et ça donc vous deveniez peut-être un peu gênant Voilà, j'étais devenu gênant. Parce que vous aviez de la rigueur, vous étiez... Non, j'étais entre le marteau et l'enclume. L'enclume. Voilà, parce que la famille s'est divisée en deux. Voilà, donc l'autre partie qui voyait que j'étais trop partisan, voilà, a décidé de se passer de moi. Voilà, c'était une expérience douloureuse parce que après, j'ai chômé pendant 2 ans d'ailleurs, pendant 2 ans pour enfin créer ma propre école, ma propre boîte. Donc c'était de guerre lasse parce que même mes anciens collègues des établissements n'arrivais pas à comprendre que je puisse travailler pour d'autres personnes alors que voilà, il n'y avait pas d'investissement à leur niveau, il y avait beaucoup de réussite, je me sacrifiais et voilà, le retour était très maigre, donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc ils me demandaient toujours
voilà, de toutes les façons, tout n'a pas été rose pendant que vous étiez responsable de ces établissements. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Donc, avant même ces difficultés, déjà quand j'ai été licencié de cet établissement, du fait d'un conflit familial interne, j'ai dû recommencer à zéro et créer NSUP Afrique. Donc là, il fallait trouver des moyens. Donc j'ai dû faire appel à d'anciennes connaissances qui étaient haut placées dans la fonction publique, aussi bien dans la fonction publique que dans le privé. Ils m'ont soutenu financièrement. Voilà, et on a créé ensemble NSUP Afrique. Au départ, c'était à l'époque, en 2012, c'était 100 étudiants. Voilà, même moins de 100 étudiants. On a commencé l'aventure, n'est-ce pas? Et progressivement, en mettant en œuvre toutes les idées qu'on avait déjà expérimentées au niveau de NSUP, notamment faire en sorte que la formation soit en adéquation avec les besoins des entreprises. Je pense que ça, c'était le plus grand défi parce que les formations dispensées aussi bien à l'université que certaines, des fois même dans les écoles de formation, n'étaient pas adaptées aux besoins des entreprises. Donc la première mission, le premier objectif, c'est de trouver un programme adapté aux besoins du milieu professionnel, aux besoins du monde économique. Et ça, c'était pas facile. On a réussi à le faire en créant des formations pour les adultes, des formations accélérées pour les adultes, dont les adultes avaient besoin, notamment en suivi, évaluation de projets, etc. Et ça, c'était le succès immédiat. Et puis au niveau de la formation académique aussi, on a mis en relation les étudiants avec les entreprises, on a créé un système, disons un écosystème qui permettait à l'étudiant d'avoir de bonnes études et rapidement de trouver du travail. Et ça a donné un succès. Et au bout de 6 ans, l'école est devenue une très grande école parmi les plus grandes de la place. On est passé de 100 étudiants à près de, voire plus de 7000 étudiants et d'un petit bâtiment à 6 campus. Voilà, et pratiquement les étudiants sont partout, n'est-ce pas, insérés. Et on a un taux d'insertion professionnelle très très élevé de 85%. Et dans les plus grandes instances de décision, on retourne nos étudiants. Bravo pour tout le travail abattu. Oui, beaucoup de travail abattu, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a bénéficié aussi du soutien de nos partenaires, de beaucoup de partenaires qui ont eu confiance en nous. Et le secret aussi, c'est d'impliquer les étudiants dans le processus de formation. Exactement. Au niveau du personnel, on a un personnel très très jeune. Et surtout, c'est d'anciens étudiants de NSUP qui nous ont accompagnés déjà dans la vision, n'est-ce pas, dans le management de la structure. Parce qu'ils sont au cœur des problèmes, donc ils sont bien placés pour comprendre les autres étudiants qui sont là. Donc pour moi, une entreprise qui marche et qui veut se développer a forcément besoin de jeunes, parce que les jeunes sont plus ouverts, sont plus flexibles, n'est-ce pas, et puis s'adaptent beaucoup plus vite à leur environnement. Quel a été le déclic, M. Beng, concernant le projet NSUP? Voilà, en fait, pour vous dire la vérité, il n'y avait pas auparavant un projet personnel. Je n'avais pas pour ambition de créer ma propre boîte, ma propre entreprise ou une université à moi. Mais j'ai été mis devant le fait accompli. J'ai été poussé à le faire. Maintenant, comme quand j'ai perdu ce travail-là et que j'ai chômé pendant 1 an et demi, 2 ans, je me dis, mieux vaut, disons, reprendre, disons, l'initiative. Et puis, il y a eu des remises en question de votre part? Oui, la remise en question, c'est pourquoi j'ai fait tout ce travail pour quelqu'un d'autre. Alors que tout le mérite... vous auriez pu le faire pour vous. J'aurais pu le faire. Et même mes collègues m'ont donné ce conseil-là. Pourquoi travailler pour quelqu'un d'autre? Pratiquement, l'investissement était nul, très très faible, il n'y avait rien. Oui. Voilà, tout le travail, c'est vous. Et maintenant, voilà, pourquoi ne pas reprendre? Parce que j'étais passionné par ce que je faisais. Mais c'est quand j'ai perdu ce travail-là, effectivement, que le déclic est né. Voilà, c'est là où vous avez réfléchi et que vous vous êtes dit, pourquoi pas le faire pour moi? D'autant plus que l'investissement, c'était pas un investissement colossal. Parce que les entreprises n'ont pas besoin d'un investissement colossal pour se développer, pour exister. C'est juste la mission, la vocation et le savoir-faire. Le savoir-faire, et c'est ça qui est déterminant. Donc le déclic est né de cette période très très douloureuse où effectivement j'ai dû quitter ce poste
pour voler de mes propres ailes. Alors, Monsieur Beng, vous ne rechignez pas à travailler dur pour faire évoluer votre établissement. Vous réussissez à rendre votre structure stable. Par la suite, vous ouvrez 15 campus et vous abritez pas moins de 7000 étudiants. Quel sentiment vous anime à ce moment? Était-ce une satisfaction personnelle ou tout simplement le fruit de votre travail que vous récoltiez? Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, d'abord, par rapport au travail, effectivement, j'ai beaucoup d'anecdotes parce qu'au départ, j'avais pas beaucoup de personnel, on était 2 ou 3 et je faisais le travail de gardien et j'attendais la fin, n'est-ce pas, à 21h pour fermer et puis rouvrir le lendemain très tôt. Je faisais aussi le ménage et il m'arrivait de faire le ménage, donc on n'était pas très nombreux. Voilà, bien, très vite, effectivement, l'école s'est agrandie. Voilà, et aujourd'hui, avec tout le succès et la réussite que nous avons eu, il y a un peu de sentiment de fierté. Mais ce sentiment de fierté ne vient pas du nombre d'étudiants, du chiffre d'affaires, non, du tout. Le sentiment de fierté, c'est surtout quand on rencontre nos anciens étudiants dans des instances de décision qui sont devenus des personnes incontournables partout dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, quand on rencontre des étudiants et on voit tout le travail qu'on a fait sur eux. Qu'ils ont appris. Voilà, qu'ils ont appris. Voilà, tout ce leadership qu'ils développent. Voilà, c'est ça qui nous rend le plus fiers. Oui, j'imagine. Le plus fiers. Je pense que ça, c'est ce que l'INSUP a réussi à faire. Et la clé, c'est très simple. C'est-à-dire, nous avons témoigné depuis le début beaucoup d'amour à nos étudiants. C'est-à-dire, quand on rencontre nos étudiants, quand on les regarde, on voit nos propres enfants. C'est-à-dire, on les considère comme nos propres enfants. Et la question qu'on se pose, si cette personne était ma propre fille, si cette personne était mon propre fils, qu'est-ce que j'allais en faire? Qu'est-ce que j'allais en faire? C'est exactement. Donc, en répondant à cette question-là, on réussit toujours à trouver, disons, la voie. Et puis à se démarquer un tout petit peu des sentiers battus, des idées reçues, etc. Et on travaille, et on se donne corps et âme pour la réussite, effectivement, de cette personne, de cet étudiant. Et on suit l'étudiant pas à pas jusqu'à son insertion professionnelle. Et c'est ça que nous avons réussi à faire et c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Aujourd'hui, c'est de trouver partout, si vous prenez par exemple la presse, il n'y a pas un organe de presse ici qui compte où vous ne trouverez pas un étudiant qui est sorti de l'INSUP et qui fait la fierté même de cet organe. Voilà, et je pense que ça, c'est partout aussi dans toutes les grandes banques, vous allez trouver des produits de l'INSUP, etc. Je pense que la plus grande fierté, c'est à ce niveau-là. Et surtout, vous êtes un passionné. Je pense que c'est ça aussi qui donne le bon résultat. Effectivement, la passion du départ. La passion du voilà, départ. qui vous a animé pendant toutes ces années et qui continue de vous animer. Voilà, c'est ça. On le ressent dans tout ce que vous faites. Voilà. En fait. On n'est pas riche, voilà, comme Crésus, mais on est très fiers très fiers et très satisfaits. Voilà, très satisfaits. Parce que c'est une mission, c'est une vocation. Ça, je le dis avec le cœur. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, que ça soit créer des entreprises, faire des œuvres, etc., il ne faut pas être dans le calcul financier, non. Il faut être dans le projet, être dans la mission. C'est-à-dire qu'on a une mission, qu'on a une vocation, et vivre cette mission, vivre cette vocation pleinement, n'est-ce pas, et tout faire pour réussir cette mission. C'est ça qui fait les grandes œuvres, c'est ça qui fait les grandes personnes, et c'est ça qui fait les grandes réalisations. Alors, Monsieur Mbeng, votre parcours est très intéressant. Je vous propose d'y revenir juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration.
Nous sommes de retour avec notre invité, M. Ibrahima Mbeng, fondateur de l'école NSUP Afrique. Alors, M. Mbeng, NSUP est aujourd'hui un établissement de qualité disposant d'un personnel compétent, de formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi et plébiscité par de nombreux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études dans votre école. Pouvez-vous nous donner les secrets de cette réussite? Donc, le premier secret, c'est d'abord la passion. Il faut être très passionné, très amoureux de ce qu'on fait. Considérer l'étudiant comme un partenaire et de ne pas le considérer comme un adversaire ou un ennemi, l'impliquer dans tout ce qu'on fait. Mais un secret, malheureusement, qui est mal connu de beaucoup de chefs d'entreprise, de beaucoup de dirigeants, c'est que la force d'un pays, la force d'un mouvement, la force d'un parti et surtout la force d'une entreprise réside dans la jeunesse. Plus on a une entreprise de jeunes, plus on a une entreprise qui a beaucoup de potentiel de développement. En bonne santé. En bonne santé. Donc ce qu'on a compris très tôt, nous, on a recruté des jeunes, n'est-ce pas, qui nous ont aidés à réaliser cette vision, à parfaire cette vision, n'est-ce pas, et surtout à être les bras et les pieds de l'entreprise. Ils ont été partout où on n'a pas pu être. Ils nous ont compris plus vite que les autres et surtout ils nous ont enrichis. Donc le secret de cette réussite de NSUP, c'est que le personnel est composé à 90% de jeunes de moins de 30 ans. Alors, au vu de vos années d'expérience à la tête de votre établissement scolaire, pouvez-vous nous dire quel regard portez-vous sur le secteur de l'enseignement supérieur privé ici au Sénégal et en Afrique en général? Ce que j'ai compris, c'est que pour développer un pays, pour développer une nation, impérativement, je pense que c'est un must, on doit se tourner vers le secteur privé. Impérativement, dans tous les domaines. Pourquoi? D'abord parce que le privé a l'obligation du résultat. Oui. On est obligé de faire du résultat, sinon on disparaît. Parce que le client est roi, le client est exigeant et le client cherche la qualité. Si on veut améliorer la formation, l'éducation, impérativement, on doit renforcer et privilégier la formation, enfin le privé, l'enseignement supérieur privé, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les professeurs qui doivent recruter doivent être les meilleurs. La formation qu'ils doivent dispenser doit être une formation de qualité. Ils ont l'obligation de résultats. Parce qu'un parent qui vient vous confier ses enfants, son enfant, attend des résultats. Que son enfant, que son niveau progresse, qu'il arrive à trouver du travail, etc. Si ce n'est pas le cas, demain, vous ne trouverez personne. Parce qu'au niveau du public, souvent, les professeurs n'ont pas d'obligation de résultats. Ils ont des promotions sur la base des travaux personnels qu'ils réalisent et quelquefois qui sont aux antipodes de l'intérêt de l'étudiant. Oui. Voilà, et c'est ça qui a effectivement fait qu'aujourd'hui, les programmes qui sont dispensés dans ces universités-là publiques sont des programmes qui sont caducs depuis longtemps. Oui, bien sûr, dépassés. Dépassés depuis longtemps. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur privé est la clé de la bonne formation. Certes, il y a effectivement des écoles qui s'ouvrent un peu partout, dans tous les pays, comme il y a aussi des entreprises qui s'ouvrent partout dans tous les domaines. Mais ces écoles qui sont de pied de qualité sont appelées à disparaître, à mourir de leur propre mort. Voilà, les écoles qui font des efforts pour adapter leur formation aux besoins des entreprises, aux besoins des étudiants, ces écoles sont appelées à prospérer. C'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'économie, etc. Donc le regard que je porte sur l'enseignement supérieur privé, c'est une nécessité vitale. Et on n'en a pas assez. Je pense, contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, il y a énormément de domaines qui ne sont pas encore couverts. N'est-ce pas? Énormément de disciplines qui ne sont pas encore enseignées, n'est-ce pas? Et je pense que plus on encourage l'enseignement privé, plus effectivement ces secteurs sont explorés et on arrivera à résoudre des problèmes de formation et de chômage des jeunes. Alors, selon vous, Monsieur Mbeng, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise? La première qualité, c'est d'avoir une vision. Voilà. C'est comme le missionnaire. Si on n'a pas une vision, si on n'est pas traversé par une problématique,
un problème qu'on veut résoudre. C'est-à-dire on ne peut pas être un bon leader, on ne peut pas être un bon dirigeant, on ne peut pas être un bon manager. Deuxième qualité pour être un bon manager, contrairement à ce que les gens pensent, il ne faut pas être un génie. On n'a pas besoin d'être un génie, d'être super intelligent, n'est-ce pas, pour être un bon manager. Mais il faut être à l'écoute de tout le monde. Oui. Parce que chaque personne a une solution, en tout cas une partie de la solution fait partie de la solution en général, et avoir un rapport d'amour, n'est-ce pas, avec tout le monde. Et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, les bons managers sont les bonnes personnes. Avoir les qualités humaines, les qualités sociales, oui. La droiture, la rectitude, le sens de l'honneur, le sens de l'engagement, le sens des choses bien faites, le sens des relations. Parce qu'en réalité, les vrais clients, ceux qui vont rendre votre entreprise prospère, sont d'abord vos amis qui croient en vous, qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Donc pour être un bon manager, il faut effectivement être bien entouré. Oui. Et pour être bien entouré, il faut avoir les bonnes qualités. Aussi, être prêt à sortir des sentiers battus. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui plombe aujourd'hui nos sociétés, c'est qu'on n'a pas trop le sens de l'innovation, de l'initiative et surtout de sortir des sentiers battus. Les choses se faisaient comme ça. Je suis obligé d'avoir les mêmes pratiques, les mêmes, je pense que ça c'est un frein. Oui, alors qu'il faut faire quand même des remises à niveau. Parce remises à niveau et surtout quand même... Les choses évoluent constamment. Non seulement évoluer, mais être prêt à partir à l'aventure. Je pense que ça c'est très important, à sortir des sentiers battus, à expérimenter de nouvelles choses, quitte à échouer. À prendre des initiatives. Voilà, des initiatives qui sont aux antipodes, n'est-ce pas, des idées que les uns et les autres peuvent avoir de la chose. Parce qu'après, ils seront étonnés, mais donc c'est normal. Parce qu'au départ, oui, l'échec permet toujours d'avancer, de mieux avancer. Donc pour être un bon chef d'entreprise, n'est-ce pas, il faut être prêt à marquer la rupture. Donc il faut être très courageux, n'est-ce pas, pour réussir une aventure, pour réussir un business et pour accomplir sa mission. Quel a été votre leitmotiv durant toutes ces années? C'est une phrase que je répète souvent à mes étudiants. C'est la formation ne se fait pas seulement dans les amphis, mais c'est surtout en dehors des salles de classe. Et ça a été l'un des succès de NSUP parce que très tôt, les étudiants ont été sortis des salles de classe et on les a poussés, n'est-ce pas, dans les entreprises, à aller dans les entreprises, à réfléchir par eux-mêmes, n'est-ce pas, à produire par eux-mêmes et à être confrontés à la vie réelle. Oui, à être confrontés à se décomplexer par rapport à l'enseignant, à démystifier l'enseignant, voilà, à comprendre que voilà, ils peuvent comprendre par eux-mêmes. Ils ne sont pas obligés de tout prendre chez l'autre. Ils peuvent construire le savoir par eux-mêmes. Avoir l'esprit de discernement, sur ce qu'on leur dit. L'esprit d'entrepreneuriat, etc. Donc très tôt, ils ont soutenu dès la première année des documents, des rapports, des mémoires. Voilà, ils ont créé des clubs, ils sont très actifs dans les compétitions. Et de leur dire aussi que sans passion, on ne peut rien réussir. Ouais. Il faut toujours avoir une très motivé, avoir une passion de quelque chose. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, et là aussi, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais professeur dans une école et j'encadrais un étudiant, je dis, mais pour avoir... Parce qu'il venait me dire qu'il n'avait pas de sujet. Je dis, mais c'est très facile d'avoir un sujet. Trouve ta passion et tu la mets en relation avec ta filière et tu trouves le sujet. Il me dit, mais moi, je n'ai pas de passion. C'est pas possible, tu ne peux pas avoir de passion. Il me dit, ma seule passion, c'est le football. Il y a toujours un rapport avec le football et ta passion. C'est quoi ta formation? Il me dit, c'est le marketing. Il dit, je ne vois pas de rapport. Je dis, mais vous vous trompez. À l'époque, on était en 2002-2003. Disons, le Sénégal venait de faire une belle participation à l'équipe à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Lui, il était dans cette passion encore. Il faisait du marketing et il a pu trouver son sujet de mémoire qui était le marketing de l'équipe nationale.
le rapport est bien fait. Le marketing de l'Équipe nationale du Sénégal, comment le marketing a été fait, comment les images ont été vendues, etc. Il était impressionné par ça et il s'est lancé. Donc il y a toujours une relation entre sa passion et la connaissance. Donc je vois, il faut vivre sa passion et à partir de ça, on peut faire de grandes choses, de grandes réalisations. Monsieur Beng, si vous deviez faire un bilan aujourd'hui, quand serait-il? Oui, je pense que c'est très tôt de faire un bilan parce qu'on est je pense qu'on a encore, on l'espère, beaucoup de choses à faire, à prouver. Mais ce qu'on a réalisé, ce que le privé a réalisé au niveau du supérieur, je pense qu'on doit le faire au niveau du moyen secondaire, au niveau du lycée. Aujourd'hui, on est en train de créer un lycée bilingue, Berkeley, qui a une toute autre orientation par rapport à ce qui se faisait de façon classique. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la formation telle qu'elle est faite au lycée, au collège, est encore en retard par rapport à la réalité. L'enseignement est trop général. On nous parle d'histoire, on nous parle d'histoire d'Hitler, la géographie de la Russie, etc. Beaucoup de disciplines, beaucoup de matières qui ne donnent pas de compétences. Et on insiste encore sur le français, qui est effectivement une langue de travail, mais qui a un horizon de plus en plus rétréci. Aujourd'hui, la langue du monde, c'est aussi l'anglais. Aujourd'hui, la meilleure formation, c'est des formations qui donnent des compétences. La formation qui est orientée, parce que la formation au niveau des lycées est trop littéraire, près de 70%. Donc c'est tout cela qu'on est en train de repenser, de revoir, n'est-ce pas, pour créer un nouveau concept qui est le lycée Berkeley. Donc déjà c'est un lycée bilingue où c'est pas seulement des cours en anglais, mais tous les cours aussi se font en anglais. Voilà, créer vraiment des bilingues, des élèves qui arrivent à s'ouvrir au monde. Et beaucoup de matières scientifiques et même la physique-chimie qui est commencée en classe de 6e, je pense que c'est très important. Dès la classe de 6e, on renforce les mathématiques, on renforce la physique-chimie. Il y a aussi de nouvelles disciplines comme la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Pour se familiariser rapidement. Qui sont dispensées aujourd'hui. Et ça donne aussi des résultats. Donc c'est une nouvelle expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents sont très satisfaits de cette nouvelle expérience parce que déjà, ces enfants qui ont 12 ans, 11 ans arrivent à créer des entreprises, arrivent à développer des compétences. Des compétences de la classe de 6e, 5e et le cursus est raccourci. Donc je pense que ça, c'est une nouvelle expérience. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le challenge est à ce niveau-là, de montrer, n'est-ce pas, qu'une nouvelle façon d'éduquer nos enfants est possible. N'est-ce pas, une meilleure façon d'éduquer nos enfants est possible avec moins de temps, beaucoup plus de compétences et moins de connaissances générales. Monsieur Mbeng, nous sommes presque à la fin de notre émission, malheureusement. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Oui, aujourd'hui, le challenge, le défi, comme je l'ai dit, c'est ce lycée-là qu'on est en train de créer pour montrer que l'enseignement tel qu'il est dispensé, en tout cas au niveau du lycée, ne suit pas la bonne orientation. Il est trop général. Il bourre l'élève. L'élève perd énormément de temps entre sa première année et la dernière année. Et l'élève sort sans compétence. Sans compétence. Donc aujourd'hui, les perspectives, le défi, c'est effectivement de créer ce modèle, ce lycée, pour effectivement montrer aux autorités et à tout le monde que la voie, c'est notre voie. D'abord par la langue. C'est vrai qu'il faut qu'ils maîtrisent le français, c'est important, mais aujourd'hui le monde parle anglais. Il faut que nos dirigeants le comprennent, n'est-ce pas, et que la langue, ce n'est pas à l'université qu'on va commencer à l'apprendre, ce n'est pas avec 2 heures de temps. Il faut l'insérer déjà dans les écoles, même primaires. Voilà, je pense qu'il y a le Rwanda qui l'a réussi, il y a beaucoup de pays qui l'ont réussi. Donc, très tôt, il faut que les élèves manipulent, comprennent l'anglais. Il faut aussi qu'on comprenne que la formation, c'est d'abord avant tout le savoir scientifique. Et il y a trop de littérature, trop de leçons d'histoire, trop de leçons qui ne donnent pas forcément des compétences. Aujourd'hui, si je vois des élèves de 12 ans
n'est-ce pas, qui corrige des professeurs de robotique, d'intelligence artificielle par rapport à des schémas, qui arrivent à créer des entreprises de sécurité. C'est des élèves de 12 ans, 13 ans. Voilà, là, je suis émerveillé parce qu'ils font des cours de robotique, d'intelligence artificielle. Israël est devenu une start-up nation parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de savoir-faire, de sciences, n'est-ce pas, qui nous passe à travers les doigts. Et je pourrais dormir tranquille si j'arrive effectivement à montrer à tout le monde que voici la bonne orientation. Nous vous remercions, M. Beng, d'avoir accepté notre invitation. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos projets à venir. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous ce dimanche sur votre chaîne préférée pour la première partie de votre émission Leitmotiv conseillée à M. Mbang Ibrahima. Ah oui, consacré. Oh, décidément. Aïe, aïe, aïe.